Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Madame Marie-Yvonne Koumbassa nous rejoint dans ce studio. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, le tribunal, comme le rappelait tout à l'heure Abouakar, la justice guinéenne a décidé tout simplement de débouter votre camp. Ça veut dire qu'officiellement, votre USTG n'existe pas. N'est pas reconnu. N'est pas reconnu. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, merci à Espace de m'inviter aujourd'hui pour parler de l'USTG. La sortie de Kamad Abdoulaye Sow vendredi, c'est une sortie honteuse. Ah ben, non. Oui, c'est une sortie honteuse. Parce que vous avez des mots durs. Il a menti tout le long. Bon. C'est un menteur. Ah ben. Et c'est honteux pour la classe syndicale. Alors qu'est-ce qu'il y a la vérité? Madame Koumbassa, elle a toujours des mots très durs à l'endroit de Abdoulaye. Ça veut dire que vous le connaissez assez. Vous êtes aussi de la Fezabag, si je m'abuse. Bien sûr. Mais pourquoi vous le on va dire comme ça, le dépeigner, ça en fait c'est même pas un bon. J'ai cherché le mot accommoder. Absolument. Pourquoi vous l'accommodez comme ça sous toutes les coutures? Parce que je connais l'homme. Voilà. Parce que je connais l'homme. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas quand même le Satan. Je suis la première c'est pas un démon. Les grandes gueules. Oui. Je sais de quoi je parle. Ouais. Aidez-nous. Un homme vendu. Aidez-nous à savoir. C'est un homme vendu. Comment? Dites-nous concrètement. Quand vous dites vendu, ça sonne diffamatoire si c'est pas soutenu. Vous le savez plus que moi. Oui, mais c'est un homme vendu. Oui, mais madame Koumbassa. Vous l'avez, excusez-moi, laissez-moi m'exprimer. Oui, allez-y. Vous avez reçu Sow chez vous suite à l'augmentation du carburant. Sow est venu crier haut et fort ici en disant que si on augmente 1 centime sur le prix de carburant, qu'il allait fermer toutes les banques assurance microfinance. Quelques heures de mouvement, il a changé de veste. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un sac noir. Comme il aime le dire. Vous soutenez ce que vous dites, un sac noir? Oui, je soutiens, il n'a qu'à m'écouter, il a eu un sac noir. Vous n'avez pas de preuves? C'est lui qui aime. Non, elle en a certainement. Allez-y. Il n'y a jamais de preuves. Hein? Bien sûr. Bien. Les gens qui sont là, qui aiment donner de l'argent, sont là, ils m'écoutent. Ils savent. Il faut qu'ils arrêtent. Qui aurait donné un sac noir à M. Sow? Les gens de l'autorité. Qui précisément? À quel niveau? Je dis l'autorité. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Vous parlez du président de la République quand vous dites l'autorité? L'autorité, c'est le président de la République, ça peut être les ministres, ça peut être n'importe qui. C'est quand même important, Madame Koumbassa, que lorsque vous prenez la parole publiquement et que vous asseignez des coups pareils contre un adversaire, qu'il y ait beaucoup de précision dans ce que vous dites, que vous ne restez pas simplement dans le vague comme un citoyen lambda puisse le faire. Vous dites que Sow est un vendu, qu'il aurait reçu un sac noir venant de l'autorité. On est bien d'accord, mais tout ça c'est vague. Soyez un peu plus précis, soyez un peu plus direct. A envoyé de l'argent, quel était le montant et dans quel but? Voilà. Parce qu'on ne veut pas faire un débat de personnes ici. La question qui est posée aujourd'hui, c'est cette pagaille au sein de l'USTG qui nous intéresse. Et vous disiez qu'il avait menti. D'ouvrir le front. Je parle de Sow Abdoulaye parce que vous l'avez nommé. Oui, on va revenir au débat de fond. Maintenant, à la décision de la justice. Sa dernière sortie, vous estimez qu'il a tout faux? C'est un menteur, je vous dis. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? On va parler maintenant, si tu permets, on va parler maintenant de la décision. Qu'est-ce que les journalistes devaient faire? Oui. Quand Sow dit que la justice a déclaré qu'il est le seul secrétaire général, demandez-lui les preuves. Nous avons des preuves sur ce que la justice a donné. Oui, allez-y, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce que la justice a dit? Oui. La dame a dit qu'elle est incompétente pour gérer notre demande. Que c'est le tribunal du travail qui doit gérer le problème. Qui doit statuer là-dessus. Il n'a pas dit que Général Abdoulaye Sow a raison, ni Abdoulaye Kamara. Qu'est-ce qu'il a crié haut et fort? On m'a donné raison, les gens n'ont qu'à venir maintenant, il y a une seule USTG. Mais c'est faux. Il faut que Sow arrête de manipuler des gens. Il faut que Sow arrête de mentir. Ce n'est pas bon.
Un syndicaliste, ça ne s'est jamais passé. Donc le tribunal ne s'est pas déclaré à propos. Je peux vous donner la copie. La copie est là. Les grandes Moi, gueules. je parle avec des preuves. Bien, on va suivre Mohamed Mara peut-être pour 30 secondes. Aidez-nous à avoir une idée. Non, je ne l'ai pas encore lu, mais si vous soit je lis in extenso à l'antenne. Juste la décision. Voilà, c'est pas long. Soit je lis in extenso à l'antenne. Ou voilà. Donc sur la compétence du tribunal, Madame l'a déjà rappelé, attendu que le litige opposant les parties dans la présente cause a pour fondement la représentativité du syndicat des bureaux sortants et entrants de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, qu'il résulte de l'article 323 alinéa 6 du Code du travail que les litiges concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence de la juridiction chargée du travail. Lorsque la section géographique dans laquelle la représentativité syndicale est discutée dépasse le domaine de la compétence territoriale du tribunal, le litige est porté devant la juridiction chargée du travail de Conakry. Que pour ce seul motif, sans examen du second moyen, il convient de déclarer le tribunal incompétent. Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement en matière civile et premier ressort, après en avoir délibéré, reçoit l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. Ça, c'est le camp. En conséquence, déclare le tribunal incompétent en application de l'article 323 alinéa 6 du Code du travail, ainsi fait, juger et prononcer les jours, mois et ans que dessus et ont signé la présidente et le greffier. C'est grave, hein? C'est clair. Et là, on a un extrait, l'extrait le plus important. Raison pour laquelle je vous dis que So est un menteur et même manipulateur. Bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on a déjà quand même le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jusqu'où vous comptez vous battre? Nous allons aller encore vers l'inspection du tribunal du travail, comme elle nous a demandé. On vous a toujours dit, nous sommes des légalistes. On n'est pas là pour faire la guerre. Nous sommes des camarades. Nous finirons un jour, nous mettre autour d'une table, nous regarder face à face, mais au moins il faut avoir le courage de regarder ton camarade. Mais So, il faut qu'il remette la balle à terre. Ce n'est pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de la classe ouvrière. Parce que Général Fofana, paix à son âme, ne s'est jamais comporté comme ça. C'est dans votre radio que So a dit, vous avez posé la question, s'il veut être à la tête de l'USTG. Il a dit non, qu'il ne veut pas. Mais aujourd'hui, So se réclame secrétaire général de l'USTG, mais So n'est même pas membre de l'USTG. Parce qu'il s'est désaffilié de l'USTG. Pour être membre de l'USTG, il faut d'abord faire une demande de réaffiliation. On n'a pas encore vu la lettre. Cela n'a pas été fait? On n'a pas encore vu la lettre de réaffiliation de So. De la FESABAG. De la FESABAG. Pourquoi So se réclame de l'USTG? Oui, mais il y a quand même une lettre de réintégration prise par l'USTG, par lui-même à l'époque, lui-même. Non, plutôt une invitation à réintégrer. Non, il a invité So pour revenir au bureau exécutif de l'USTG. Alors, madame, la personne de So. Parce que So est membre du bureau sortant. Bien. Il était le premier secrétaire général adjoint sortant. Madame Koumbassa, comment expliquez-vous donc ce forcing de Monsieur So à vouloir mordicus intégrer l'USTG? Comment expliquez-vous les attitudes finalement de l'homme? Vous qui dites le connaître bien. Parce qu'il est égoïste. Qu'est-ce que So veut? So a remarqué tous les secrétaires généraux sortants ont été ministres dans ce pays. Il se dit, il faut que je grimpe, il faut que je sois premier secrétaire général de l'USTG pour que le président me nomme. Donc pour lui, c'est un chemin pour aboutir à un poste. Il est toujours secrétaire général de la FESABAG. Il est toujours secrétaire général de la FESABAG. Bien. Peut-être votre dernier mot? Et le dernier mot, c'est quoi? J'attire l'attention des travailleurs, surtout le secteur financier. Arrêtez de vous faire manipuler par So. Acceptons la vérité en face. Acceptons la vérité. Il y a eu trop de licenciements suite au mouvement déclenché par So. Il était incapable de vous défendre. La dernière fois, c'est camarade Babinti qui a été licencié par faute de So. Un responsable qui se rend compte que quelqu'un a un faux diplôme, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te plier à quatre pour demander pardon, sauver la personne. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a poussé la dame. La dame a fini par partir. Et So est grave. Il fait quoi? Il va à la banque centrale pour qu'on lui donne la prime de négociation. Négociation sur quoi? Le départ définitif de la dame. La banque centrale leur donne des primes à chacun 2 millions. C'est honteux. Bien. Ah, des charges, les oreilles d'Abdoulaye So qui ont véritablement sifflé ce matin. Espace TV, les grandes gueules.
le top des GG. Nous avons notre invité, Tamba. Bonjour, monsieur Gadri. Bonjour. Bienvenue chez nous. Alors, la sortie récente de Madame Kumbasa dans notre studio n'a pas été pour vous plaire, elle n'a pas été pour plaire à Monsieur So, qui a été sérieusement indexé par la dame ici. Elle l'a présenté comme un menteur ou même quelqu'un qui chercherait ses intérêts, qui a touché très souvent une valise noire. Vous souhaitiez réagir à ça. Qu'avez-vous à dire? Effectivement, nous avons écouté l'intervention de la dame avant-hier avec une certaine appréhension. Nous trouvons que c'est des propos qui frôlent la diffamation, sinon la diffamation pure et simple. Je me rappelle qu'à un moment donné, l'un de vos chroniqueurs lui a même demandé est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On lui avait demandé de fournir des preuves de ce qu'elle annonçait, mais bon, malheureusement, elle disait que la corruption n'a pas de preuves, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je veux juste recadrer un peu les choses. Oui. Pour la petite genèse. Lorsque la FESABAG a quitté l'USTG avant le congrès, le soi-disant congrès qu'ils ont organisé à Mamou, nous avons été consultés par tous les syndicalistes du pays, toutes les centrales, que ce soit au niveau national ou au niveau international, parce que nous avons des affiliations au niveau international, notamment la Confédération syndicale internationale, qui nous a dit, écoutez, revenez, recomposez la grande famille syndicale pour le bien des travailleurs de ce pays. Nous avons écouté. La CNTG a été mandatée pour nous rencontrer et pour qu'on essaie de discuter pour mettre table rase. Ouais. Les gens qui sont partis à Mamou faire un soi-disant congrès que nous appelons une réunion d'amis ou de famille, étaient dans la salle le jour où il y a eu cette réunion que nous avons appelée les États généraux. Vous comprenez? Nous avons dit, ok, écoutez, nous comprenons ce que vous nous demandez et nous sommes d'accord pour revenir pour discuter, faire les États généraux de l'USTG, mettre le doigt sur ce qui ne va pas et partir sur de nouvelles bases. Ils étaient là. On a décidé de faire un report. Le secrétaire général d'antan a pris un acte faisant un report du congrès de Mamou, envoyé au niveau de toutes les radios, au niveau à l'intérieur du pays et même au préfet. Ouais. Malgré cela, compte tenu du fait qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés de certaines localités pour venir à Mamou, le bureau exécutif de l'USTG d'antan a dit, écoutez, on va mandater certaines personnes pour aller sensibiliser les gens, leur faire comprendre le pourquoi du report, et mieux que ça, essayer de faire les stats de ceux qui sont venus et ceux qu'ils ont engagés comme dépenses, pourquoi les rembourser? Et leur faire comprendre que nous avons fait le report parce que nous avons besoin de nous retrouver. Ce qui a été fait. Et Abdoulaye Kamara a été désigné. Mais malheureusement, il est parti pour sensibiliser les gens. Au lieu de ça, on se retrouve avec quelqu'un qui dit qu'il s'est fait élire. Bien. Bon, moi, la sortie, là où Tambassi, tu permets, là où la sortie de Madame Marie-Yvonne a du sens, c'est à propos de la décision du tribunal de première instance de Kaloum. Elle dit que M. Abdoulaye So n'a pas dit vrai devant les médias vendredi en disant qu'il n'existe qu'une seule USTG, alors qu'elle nous a fait, sauf quand même, comment je vais dire, avis contraire, et elle nous a fait comprendre que le tribunal s'était déclaré incompétent à connaître de cette affaire. Écoutez, je réponds sur deux choses. La première des choses qu'elle a eu à dire, c'est que la FESABAG s'était désaffiliée et ne s'est jamais réaffiliée. Restons sur l'USTG. Non, allons-y, s'il vous plaît, pas à pas. Elle est venue, elle a dit. Oui. Elle a dit les choses. Elle a dit qu'il n'y a eu jamais de preuve de réaffiliation. Oui. Moi, je vous envoie un papier qui prouve le contraire. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsqu'ils sont revenus, ils sont partis à la justice. D'accord ? Nous avons cherché un avocat. Qui a, je vous permettez, il y a ce courrier donc, datant du 24 octobre 2018 au camarade secrétaire général de l'USTG. Objet, annulation de la désaffiliation, camarade secrétaire général. C'est important. Est-ce que c'est donc c'est la désaffiliation, annulation de la désaffiliation de l'UST, de la FESABA? Ça a été fait. Ça a été fait. D'accord. Bien. Premier démenti. Le deuxième démenti, c'est par rapport au tribunal. Nous avons commis un avocat. Nous avons cherché un avocat, en l'occurrence Maître Salif Béavougui, pour nous représenter auprès des tribunaux par rapport à cette histoire. Je vous donne le courrier que Maître Béa nous a transmis. Nous ne sommes pas des juristes. Nous avons pris quelqu'un qui est spécialiste et voilà ce qu'il nous a dit.
Vous pouvez le lire. Bien. Ce courrier donc il dit j'ai l'honneur de vous transmettre copie de l'expédition du jugement rendu le 28 février par lequel le tribunal de première instance de Kaloum se déclare incompétent à connaître de cette affaire. Ce qui revient à dire que l'action maladroitement intentée par M. Abdoulaye Kamara se déclarant secrétaire général a été déclarée irrecevable. Je vous félicite pour cette victoire. Ça, c'est une conséquence. Si vous voulez, c'est une explication que donne l'avocat. Mais comme il l'a fait, l'expédition, j'aurais bien aimé avoir ça parce que Madame Kumbasa est venue avec. Nous l'avons même lu à l'antenne. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Pour ces audits, revenons à un sujet quand même très sérieux. On a suivi notamment, si vous voulez, cette odyssée judiciaire. Que ce soit contre le patron de l'Office guinéen des chargeurs, l'ami de Tamba, qui lui a déjà écopé d'une condamnation, que ce soit, comment dirais-je, contre M. Paul Moussa Diawara, et d'ailleurs contre lequel il y a eu une réquisition la dernière fois. Les parties ont déjà déposé leurs conclusions, donc il va y avoir un verdict, je crois, le 1er avril à venir. Et là également, il y a des choses... des questions que je me pose, parce qu'à l'origine, vous vous rappelez de la plainte qui portait sur 39 milliards. Moi, j'ai été étonné de voir en cours de procès vers la fin que désormais c'est 42 milliards. Plus de 42 milliards. Alors que la contre-expertise, elle, avait plutôt soulevé la question de 14 milliards. Ouais. Alors, pourquoi tout ceci n'a pas été pris en compte? Je ne sais pas trop, mais on va suivre cette affaire-là un peu de près. Maintenant, de l'autre côté, vous savez que récemment, le Premier ministre a demandé notamment aux enquêteurs attitrés de s'intéresser à 7 autres régies financières de l'État. Mais depuis, si vous avez fait attention, on n'entend plus rien. Et les lignes n'ont pas bougé. La raison, elle n'est pas compliquée, elle est simple. C'est que dans le propre camp du président, donc dans la famille politique du président de la République, dont Kassori bien entendu fait partie, il y a beaucoup de suspicions. Kassori Fofana, on connaît ses habitudes, notamment quand il était déjà aux affaires dans les années 98-2000. On sait, si vous voulez, combien de fois il adule les jeunes et aime leur donner leur chance, il les place. Et beaucoup de ceux qui étaient des jeunes hier sont aujourd'hui quand même à des postes importants de l'appareil administratif. Et depuis son retour, vrai ou faux, mais il se trouve que des gens proches à lui se retrouvent également dans l'appareil administratif. Mais ce qui se passe, c'est qu'au RPG Arc-en-Ciel, dont notamment... Les gens proches de lui, c'est relativement même. J'en viens. Ouais. Je dis, j'en viens. Mais il se trouve qu'au RPG Arc-en-Ciel, les personnes qui ont déjà fait l'objet d'audit et celles qui doivent faire l'objet d'audit sont toutes, notamment de la mouvance présidentielle. Presque toutes, ouais. Presque. Et le parti réagit. Les responsables disent carrément au président de la République en personne que, en fait, Kassori veut tuer leur parti en leur retirant tout leur soutien, un à un notamment, de ces différentes régies financières de l'État. Ouais. Vous connaissez l'importance d'une régie financière ici en Guinée quand il s'agit de mener campagne. Vous connaissez leur importance quand il s'agit notamment d'accompagner une action du chef de l'État, notamment à l'intérieur du pays. Vous avez suivi même à l'anniversaire, le 4, donc avant-hier, du chef de l'État, vous avez vu ces affiches géantes à travers la capitale, encore là, confectionnées par un patron, peut-être pas d'une régie financière de l'État, mais un directeur général quand même d'un office de l'État. Donc, ils sont importants pour l'appareil du parti, même si la loi l'interdit. Alors, mais on va plus loin. Les gens sont allés plus loin. Ils ont fait la remarque au chef de l'État, qu'ils auraient fait en tout cas cette remarque-là, que pratiquement les gens qui sont dégommés, sauf erreur, sont toutes de la même région. Et que pratiquement pour remplacer notamment les 4 qui sont tombés, il y a 3 au moins qui sont de la région d'origine de M. Kassori Fofana. Voici l'accusation, en fait, qui, à mon avis, bloque aujourd'hui le Premier ministre lui-même. C'est trop petit comme calcul. Oui, mais c'est ce qu'ils se disent. Ouais. C'est ça, malheureusement, ce qu'ils se disent. En fait, c'est triste. Pourquoi nous en parlons ici? Vous savez, si vous ne voulez pas des ténèbres, ne vous battez pas. Il ne sert à rien de vous battre contre les ténèbres. Simplement, appuyez sur l'interrupteur, allumez l'ampoule. Les ténèbres fuiront d'elles-mêmes. Il faut faire la lumière sur cette histoire-là. Il faut en parler, il faut dénoncer pour que les gens sachent ce qu'ils veulent. Kassori Fofana, je suis l'un de ses plus grands pourfendeurs quant à ses méthodes. Parce que moi, je lui reproche, par exemple, de n'avoir pas encore déclaré ses biens. Si ses biens sont déclarés... Attendez.
Il a fait peut-être que ça n'a pas été rendu public. Attendez, non. Ça n'a pas été public. Non, c'est pas des biens déclarés. Je suis désolé. Si les biens sont déclarés, la loi est formelle là-dessus. Sur notamment la Cour constitutionnelle, la déclaration des biens fait l'objet d'une publication au journal officiel de la République. Tout à fait. Ça, c'est pas encore publié. Oui, j'ai plutôt comment on appelle ça, demandé au ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté, quand même, qui était dans la transparence, monsieur Tarrant, je lui pose la question, ce qu'il a déclaré, c'est bien. C'est une question qui reste maintenue. Publiez ce que vous payez. Donc on va lui demander, c'est vrai, publier ce dont vous disposez. Voilà, bien. Publier ce dont il dispose. Les grandes gueules. Alors, voilà pourquoi je pense qu'il y a une double vitesse dans la démarche du Premier ministre. Il faut de la cohérence. Il faut que lui-même donne le ton. Il faut qu'il oblige ces différents ministres à donner le ton. Moi, je pense même que dans les conditions normales, les auditeurs doivent faire l'objet. Non seulement ils doivent prêter serment, c'est vrai, ça c'est connu, mais ils doivent aussi déclarer leurs biens. Il est important si on veut moraliser la vie publique. Maintenant, ce qui est en train de se passer de l'autre côté, c'est que la politique ou la machine ethnico-politique qui malheureusement gangrène ce pays depuis des années, aussi s'est mise en branle. On peut comprendre, c'est humain. Moi je comprends, si vous voulez, la frayeur, notamment chez les responsables du RPG. Ça c'est humain. Parce qu'on se dit, il y a 3 déjà qui ont été invincés, et c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut? Mais de là à dire que Kassori remplace ces gens-là systématiquement par ses proches, hommes. Là, je rappelle une chose. Toutes les personnes nommées... C'est politiquement incorrect. Attendez, malhonnête. Attendez, c'est politiquement malhonnête. Je ne le dirai pas ainsi, mais je dis simplement que cela reste à prouver. Parce que celui qui nomme à ces postes-là, c'est le monsieur qui détient le pouvoir discrétionnaire, qu'on appelle le président de la République de Guinée. C'est le professeur Alpha Condé. C'est lui qui nomme. Et secondo, c'est pas Kassori qui a nommé Kapi. Non, c'est pas Kassori qui a nommé Aminata Silla. Et là, c'est le deuxième point. Voilà. Lorsque vous regardez Ibrahima Kapi est un proche du professeur Alpha Condé et non pas de Kassori. Tout à fait. Attention, depuis l'époque où j'enquêtais dans l'affaire, comment on appelle ça, de l'Office guinéen de la publicité, à l'époque déjà, je relevais que Kapi, avec le soutien et la baraka notamment de Kiridi, lorgnait sur ce poste et qu'il allait y être parachuté. Vous vous souvenez au moins un an avant. Je le disais déjà. Il est proche du professeur Alpha Condé et non pas de Kassori. Prenez Madame Silla. On sait de qui elle est la sœur. Notamment de celui-là qui est devenu aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut le... Mais en tout cas, le porte-parole du gouvernement, je préfère me limiter à cela. Et qui aussi a ses faveurs auprès du chef de l'État. L'affaire Aïbaïrak, du côté du port. Lorsque vous voyez comment le monsieur a revêtu, a donné son onction à ce dossier, vous ne pouvez que comprendre que le chef de l'État lui fasse la part belle. Les gens ont leur propre levier. Hier, c'était un confident, le haut confident du chef de l'État. Aujourd'hui, il est le porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas l'oublier. Donc, lui aussi, c'est sa sœur qu'on a placée là. Et puis qui d'autre encore là? Je ne crois pas qu'il y ait lien. Donc voilà, donc pour le moment... Parce que Aminata Silla, elle était déjà dans les grâces du président avant l'entrée au gouvernement. Son frère, oui, bien entendu, avant son frère, et d'ailleurs qui est toujours, je dirais, dans les bonnes grâces de locataire de Sékou Touré. Tout à fait. Donc, il y a cela. Donc, elle était conseillère à la présidence. Là-dessus, je suis un peu dubitatif. Mais le calcul maintenant ethnique qu'on colle à cela, allait poser la question à quand même celui-là qui est le neveu de la Basse-Côte. Voilà. Donc, est-ce que c'est Kassori Fofana qui pistonne la nomination de ces personnes-là? Je ne saurais le dire, mais si on peut reprocher à Kassori de vouloir placer ces hommes parce qu'il a de l'ambition, je dirais aussi de l'autre côté, vous devriez aussi avoir votre ambition. La question aujourd'hui, normalement, qu'il faille poser est simple. À quand la restructuration du parti présidentiel? Et j'aimerais qu'on ouvre ce débat, si vous voulez, dès demain ou dès après-demain, parce qu'il y a normalement des héritiers naturels d'Alpha Condé qui connaissent, qui maîtrisent sa doctrine. Et puis vous avez des ouvriers de la 25e heure qui sont venus se greffer et malheureusement qui saucissonnent, qui tirent sur les mamelles de la République et prennent toute la crème de la République. Merci Mohamed. Allez-y. Tamba, oui, ça coince, on l'apprend, ça coince pour les missions de vérification dans les 7 établissements publics tels que souhaités par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. Alors, pour commencer, je vais réagir à ça. Sincèrement, j'aurais posé le débat autrement.
je ne l'aurais pas posé à l'aune de ces regards-là. Les gens parlent toujours, les gens ont toujours leur... Surtout au RPG Arc-en-Ciel, on voit toujours la petite bête quelque part. J'aurais posé 2 questions. Non, ils le disent. Voilà. Mais ça ne m'engage pas, ça ne m'oblige pas à en parler nécessairement. Oui. Le débat sur le contrôle au niveau de ces instances d'État, je l'aurais posé suivant deux questionnements. Le premier que je me pose aujourd'hui, le premier questionnement que je pose, c'est est-ce que ceux qui partent le sont parce qu'on les a ciblés? Parce que s'il y a eu du ciblage dans les procédures de vérification, à ce moment-là, on peut bien poser le débat. Parce que il y a plusieurs régies financières de l'État, il y a plusieurs entités qui nécessitent que l'on y aille et que l'on y fasse un contrôle sérieux, que les résultats soient connus et que si à forfaiture, les gens, ils paient. Donc, ce sont les missions de vérification. Voilà. Elles ne sont pas destinées contre quelqu'un. Non, Aboubacar, ça, c'est le principe général. Celui que tu dégages, c'est bien le principe général. Mais quand on voit comment les choses fonctionnent parfois, on peut bien se poser la question finalement, est-ce qu'il n'y a pas de chasse aux sorciers? Tamba, quand même. Tamba, tu vas pas rentrer dans ça quand même. Je n'entre pas dans ça. Voilà. Je pose mes questionnements parce que je les trouve motivés par une série d'éléments. Voilà. Je les trouve motivés par une série d'éléments. Qu'est-ce qui se passe et qui peut te conduire à... Je vous donne l'exemple que nous tous on a suivi et que d'ailleurs on a dû commenter par la force des choses suivant le même ordre. L'OGP, duquel Paul Moussa Diawara est parti. Mohamed Mara l'a évoqué, mais plusieurs autres animateurs de cette émission et même d'autres journalistes guinéens avaient prédit la venue de M. Kapi à la tête de l'OGP. Effectivement, c'était connu bien avant. Et longtemps avant. On a vu ce que Sanoussi Bantamasso a dit sur le cas de l'OGP, sur Paul Moussa Diawara. Il a promis qu'il partirait. Et Paul Moussa Diawara est parti. Oui. Alors, quand il y a une série d'observations de ce genre, il faut quand même avoir la sincérité de reconnaître qu'il y a pu y avoir la possibilité justement des agendas que des gens ont tiré sur les ficelles. Alors, le cas de la direction, la loterie, la Lonagui. Alors, le directeur général, Moussa Moïse, était revenu justement sur ces observations que le monsieur lui-même, il relève. Je ne dis pas que et d'ailleurs je l'ai dit dans le commentaire de cette émission-là, je le redis encore une fois aujourd'hui, je ne dis pas que ce monsieur avait totalement raison sur l'explication qu'il apportait à ce contrôle qui avait été commandité du côté de la Lonagui. Tout ce que je dis à Boubacar Diallo, c'est que souvent, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui décident de vous faire partir et quand ils promettent, ça se réalise. Ça, c'est la première observation que je fais. La deuxième observation, et ça revient toujours sur cette présentation que Mohamed Mara était en train de faire tout à l'heure. Ceux qui viennent en remplacement des directeurs généraux qui sont partis, est-ce qu'ils ont l'étoffe nécessaire pour restructurer, donner un nouvel élan aux structures qu'ils viennent prendre en charge? Ça, c'est la question que je me pose. C'est importante. Parce que finalement, on va dire Kassori Fofana a fait remplacer un tel fils de la Haute-Guinée, ou en tout cas proche de là, par un autre de la Basse-Côte. Ce discours qui nous ramène même en dessous des caniveaux. Alors, moi je pose la simple question de savoir, Kapi qui est venu à l'OGP, est-ce qu'il fait mieux que Paul Moussa Diawara? Est-ce que grâce à son arrivée, l'OGP se porte mieux aujourd'hui? En termes... Dans tous les cas, il a reçu nettement plus de moyens. Des 4x4, dès qu'il a été nommé des 4x4 à provision, il a reçu plus de moyens que Paul Moussa Diawara. Vous comprenez. Aujourd'hui, vous comprenez ce qu'il y a. Il a pu loger l'OGP dans un bâtiment de l'État. Oui, mais vous y allez parce que dernièrement, il m'avait invité à venir à l'OGP. J'ai vu comment tout était aménagé. C'est assez royal tout ce que j'ai vu. Oui, du tapis rouge. C'est quand même pour aller vers son bureau. Capi, c'est quand même le petit du président. Absolument. Donc, est-ce qu'il a reçu des fonds de l'État pour le faire ou est-ce que ce sont dans les fonds de l'OGP qu'il a puisé? Parce qu'on sait que du temps de Paul Moussa Diawara, il a un bien meilleur soutien. Abakar, soutien, j'ai encore envie de savoir. Oui, si. Parce que Paul Moussa Diawara gérait l'OGP à partir des ressources même tout à fait de l'OGP. Est-ce que Capi a obtenu un soutien étranger
Ça, j'ai bien envie de savoir. Mais oui, Tamba. Mais bien que oui, mon petit. Sont venus de la présidence. Ça, c'était un secret de polichinelle. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que je suis en train de dire. Ouais. Pourquoi Paul Moussa Diawara n'aurait donc pas eu accès au même soutien alors qu'il conduisait l'OGP? C'est une question qui reste. Est-ce que donc l'OGP se porterait mieux désormais avec la venue de Kapi, pas à partir de cette aide qui proviendrait de l'extérieur, mais par exemple sur les recouvrements? Est-ce que désormais l'OGP recouvre un peu plus qu'au temps de Paul Moussa Diawara? Est-ce que les obstacles auxquels Paul Moussa Diawara a dû faire face vers la fin de sa responsabilité? C'est quand même 42 milliards de recouvrer sur les 4 ans. Et bizarrement, en justice, l'État aussi demande 42 milliards. C'est comme si tout ce que vous avez engrangé, vous avez tout dépensé. Alors que les dépenses de fonctionnement n'ont pas été tenues compte dans l'audit. Non, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Par exemple, on reproche à Paul Moussa Diawara d'avoir utilisé de l'argent pour louer ce bâtiment-là. Ça, par exemple, les missions refusent de reconnaître la location même du bâtiment. Oui. Avant l'achat même du matériel de bureau, comme les fauteuils et tout. Oui. Les missions refusent de reconnaître toutes ces dépenses-là. C'est pourquoi j'ai posé la question de l'acharnement derrière. Et la deuxième question, bien sûr, c'est celle-là que je... Maintenant, pour revenir à ce cas très très rapidement, pour M. Ibrahima Kassory Fofana, je croirais difficilement que ce soit un cadre qui verse dans ça. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de... Si il y a un seul critère de discrimination chez lui, et c'est mon avis, c'est la à partir de ce que j'ai vu, c'est bien la compétence et ce que tu as à apporter. Ça, c'est l'observation. Maintenant, que des missions d'inspection soient en souffrance, là, c'est encore l'exception guinéenne. On fait encore face à l'exception guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, commande des missions d'inspection. Et il a dit en accord avec le président de la République. Absolument. Ouais. En accord avec le président. Parce qu'il a d'abord obtenu l'accord du président de la République. Il commande des missions d'inspection. Et puis, des cadres du parti, donc ne faisant pas partie normalement de l'escarcelle gouvernementale, des cadres du parti au pouvoir réussissent à piétiner, à marcher là-dessus. Ouais. Ça reste quand même assez curieux. Mais c'est la réalité de notre démocratie. Il suffit simplement d'être en Guinée observateur de la vie politique guinéenne pour savoir que cela est bien possible. Mais il faut que ça cesse. Bien. Il faut simplement que ça cesse, parce que lorsqu'on a dit qu'on veut plus de transparence, lorsqu'on a dit qu'on veut donner plus de ressources aux Guinéens, on veut améliorer leurs conditions de vie, il faut accepter de la transparence dans la gestion de la chose publique. Autrement, ce sera un discours qui ferait face à des actions contradictoires. Et cette contradiction, malheureusement, qui depuis des décennies déjà, la contradiction guinéenne, fait que nous nous retrouvons dans un pays où nous avons tout, où on dit qu'on a tout, mais malheureusement, ce tout peine à servir les intérêts de chacun des Guinéens. Merci, allez-y Mafoudia. Il faut souvent voir celui qui vient à la tête. On a vu l'arrivée de M. Kao Kare à la tête du conseil d'administration du côté de la Lonagui. C'est un monsieur quand même pour qui il fallait trouver de la place. Un point de chute. Un point de chute. Après son départ, on a vu, je crois c'est Moussa Moïse qui nous a présenté des documents ici, comme quoi le responsable sortant, M. Diawara, aurait... Avant même son départ, aurait alerté sur certains dysfonctionnements qu'il y avait à l'interne. Mais on ne l'a pas écouté. Je ne dis pas qu'il est blanc, je l'ai dit la fois passée, oui. Mais quand même, on a l'impression que nous voyons les défaillances. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'il y a une mauvaise gestion, mais ça ne nous dérange pas tant qu'on n'a pas quelqu'un à mettre à la place. Je l'ai utilisé la première fois. Ce qui se passe, je n'y crois pas du tout. Je pense plutôt que c'est une chasse aux sorcières, et c'est là que je rejoins entièrement. Vous pensez que c'est une chasse aux sorcières? Je le pense. Je le pense jusqu'à preuve le contraire. Parce que lorsqu'on a... sérieuse là? Je suis très sérieuse, Aboubacar. Bien. Je suis très sérieuse. En fait, pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il y a une vraie volonté de lutter contre la corruption, il y a des préalables. Quand on parle de la déclaration des biens, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour assurer une population. Quand on veut lutter contre la corruption, il y a ce qui se fait du jour au lendemain. Mais il y a aussi le système qui est là, qui fait que le Guinéen, l'argent du contribuable est mal utilisé. Là, nous allons sur le terrain des dépenses de l'État. Aujourd'hui, quand vous prenez le quotidien des responsables, des ministres, des directeurs, dites-nous qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour assurer les Guinéens, pour leur dire, tenez, nous considérons votre argent, nous comptons bien l'utiliser, nous n'allons pas être des rois dans notre pays par rapport à vous.
Aujourd'hui, on a vu l'exemple du Rwanda récemment. Paul Kagame, il a eu à vendre combien? Plus de 4000 véhicules de service. Il y a plus de 13 milliards qui ont été épargnés. Et l'argent a été utilisé ailleurs. Quand on prend ne serait-ce que les véhicules qu'utilisent nos cadres, les 4x4 avec le coût, c'est quoi, dans les combien de millions de francs guinéens, quand on prend les frais. Parfois, les 4x4 gouvernementaux, ces Prado V8 là, on les utilise même dans les mariages. J'ai vu un véhicule ministériel avec VA dans un cortège de mariage. Bien entendu. Et la mariée était dedans. Et le carburant, les frais d'entretien, le chauffeur, tout ceci s'est pris sur le compte sur l'argent du contribuable guinéen. Je pense que lorsqu'il y a une vraie volonté, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire en amont. Par exemple, ces dépenses publiques, quand on prend la manière dont l'administration, je me rappelle encore de ce rapport qu'a eu à présenter un économiste sur ce qu'on pourrait épargner. Quand on prend ces cas de carburant ou autres, ou même le matériel qui est utilisé au niveau des services, quand on prend le matériel qu'on renouvelle, même quand il n'y a pas besoin au niveau de l'administration, ou même quand on prend quand on prend les objets qu'on peut bien acheter de l'extérieur, alors qu'on pourrait les faire. Il y a un modèle que j'ai récemment apprécié, je crois que c'est avec la PIP, où ils ont commandé des bureaux avec des ébénistes guinéens. C'est carrément économique. Au ministère des Investissements. Hein. Oui, ils ont commandé ça avec des ébénistes guinéens. Imaginez si on devait commander ça à partir de l'extérieur, ça aurait coûté extrêmement cher. Ce que je veux dire par là, en donnant tous ces exemples, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux. La lutte contre la corruption, ce n'est pas forcément... Bon, c'est aussi, mais il y a beaucoup de choses. Sinon, on peut dégommer ces personnes ça et là, mais lorsqu'on voit même les personnes qui les remplacent, on se pose la question, c'est mon cas, sur la volonté, la vraie volonté de lutter contre la corruption. Mais encore. Maintenant, à quoi vous dites que ça peut ressembler à une chasse aux sorcières? Mais il n'y a qu'à voir ceux qui remplacent. Il y a un exemple frappant qu'on vient de donner. Monsieur Kapi Camara, on savait très longtemps qu'il était prédestiné à venir à la tête. Comment on peut expliquer cela? Comment on peut l'expliquer? Un autre exemple, c'est l'Anaïm. Comment ça? Non, l'Anaïm, il y a eu des révélations dans la presse et tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tu as un ministre même du gouvernement qui milite en faveur, si vous voulez, de la nomination soit de sa personne ou de quelqu'un de la région de Boké à la tête de l'Anaïm. Je ne veux pas dire le nom. Non, Mohamed, on est chez les juges qui ça. Mais c'est une réalité. Qui ça, Mohamed? Attendez, nous menons des enquêtes. Attendez quand même. Oui, vous avez, à l'époque, il n'était pas encore au gouvernement. Il est entré par la suite. Mais nous, les journalistes, nous savons. C'est une réalité. Le fond pour la sauvegarde de l'environnement. D'ailleurs, nous menons une enquête là-dessus. On va y revenir dans les jours, parce qu'on n'a pas encore bouclé l'enquête. Mais qui sait aujourd'hui combien de milliards rentrent là-bas? Ne serait-ce que le Fonds mondial pour l'environnement. Normalement, c'est une enveloppe de 40 millions de dollars pour la Guinée sur 4 ans. Cet argent-là, si on le décaisse. Et le point focal, c'est le patron, c'est le DG de ce fonds-là. Toutes les sociétés, Sibori, toutes les sociétés en Guinée qui sont dans le plastique, l'industrie chimique, tous ceux qui polluent en Guinée, payent les taxes à ce fonds-là. Mais où va ce fonds? Où va ce fonds? Le jour où on va ouvrir ce dossier-là ici, vous allez voir, il y a des gens qui risquent de s'étrangler dans leur bureau. L'impôt. Je disais la dernière fois, j'ai dit, mais personnellement, je me pose un peu de questions. Vous avez une inspection, une deuxième, et on programme une troisième, mais en un temps record. C'est quoi la question que l'on se pose? Prenez, comment on appelle ça? La société navale. S'il vous plaît, si tu me dis qu'il n'y a pas un calcul politique derrière cette histoire et qu'il n'y a pas au moins une dose de chasse aux sorcières, Aboubacar, je ne te croirai pas. Pourquoi l'inspection générale d'État a levé le pied? Pourquoi? La question est posée. Non, mais là-bas, en interne, on nous dit qu'ils subissent des pressions depuis le jour où Kassori leur a demandé d'embrayer sur ces régimes. Mais la vérité aussi... Non, mais à l'inspection générale du travail, ça ne travaille plus. C'est un service qui est à l'arrêt. Vous y allez, il n'y a personne. Justement. Les 42, mais ils sont à la maison. Ils tournent le pouce. Justement. On leur a dit... Oui, mais il faut aussi comprendre. Attendez la consigne, donc restez là. Oui, mais il faut aussi comprendre. L'inspection générale du travail, ce sont des gens dont la mission aussi coûte cher. Ça, on le dira peut-être ailleurs. La question des enseignants dont on parlait, pourquoi ils ne sont pas mêlés à cette commission-là? Vous savez combien ils ont demandé, ne serait-ce qu'en carburant? 300 litres au jour pour chaque véhicule. Ça coûte ça, mon frère, 6 milliards. Rien que pour leurs agents, alors que toute la mission ne fait que 2 milliards. Merci Mohamed pour clore. Et dire que c'est sur cette équipe qu'on va compter, ce qui veut dire qu'il va falloir dépenser plus d'argent que ce qu'il faudrait récolter par endroit. Ça ne colle pas, c'est un paradoxe. Mais
c'est un peu ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y avait vraiment cette volonté, je vous jure, on ne passerait pas une semaine en Guinée aujourd'hui sans qu'on nous dise, écoutez, tel cadre a été dégommé. Parce qu'il y a vraiment un système, la corruption aujourd'hui a engrainé l'administration guinéenne. C'est une réalité. Il y a beaucoup de situations, mais lorsqu'on attend, au bout de 2 mois, 3 mois, on voit quelqu'un qui quitte et après, on voit une autre personne qui arrive et ça même, ce n'est pas un secret. On sait que la personne devait être là. Donc, c'est un point de chute qu'on cherchait pour d'autres qui étaient là, tapis dans l'ombre, qui n'avaient plus, qu'il fallait récompenser. Et c'est là le problème. Et tant qu'on ne sortira pas de ça, ce n'est pour moi, ce qui se passe là, ce n'est pas une lutte contre la corruption. Parce que si c'était une lutte contre la corruption, on verrait les choses autrement. Allez-y, Tama, 30 secondes. Cela dit, oui. Il nous faut ces missions d'inspection. Ouais. Il faut y aller malgré tout. Même si c'est une chasse aux sorcières, celui qui n'a pas volé, on ne te prendra pas. Si tu as volé, on va te prendre. Bien. Donc, il nous faut prendre les voleurs et puis les dégager. Voilà. La suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Notre invité que nous avons, Mademoiselle Kaba, qui nous parlait donc de cette plateforme Arissa Tousso. Alors moi, je vais m'intéresser à un autre aspect, c'est le financement. Hier, notre rédaction est allée vous rencontrer et vous avez dit qu'il faut faciliter l'accès au financement et surtout réduire les conditions. Est-ce que vous avez vécu une expérience où vous avez eu des difficultés? Oui, j'ai vécu une expérience comme ça à la banque dans laquelle je suis domiciliée. Je suis partie pour demander un prêt. On me demande déjà, vu que le domaine du tourisme, il y a un peu d'handicap, donc ils demandent un titre foncier. Moi, je n'ai même pas de bout de terrain. Je me demande comment je vais fournir ça. En même temps, il y a beaucoup de conditions qui mettent pour avoir un prêt. Quand on évalue le titre foncier et la somme demandée, il y a un écart vraiment énorme. Et puis, on ne peut pas financer son projet autour de soi. Genre, si on veut évoluer, il faut carrément aller vers... Il faut un accompagnement. Beaucoup d'initiatives du côté du ministère de l'Action sociale. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces secteurs? Je n'ai pas essayé vers l'Action sociale, mais par contre, je suis partie vers ma banque. Parce que déjà, vu que je fais mes activités, que j'ai des transactions, je me dis... Il y a des données, donc ils peuvent se baser sur ces données pour me donner le prêt que j'ai demandé. Mais pas les mutuelles, parce que par les mutuelles, je n'ai jamais essayé quand même, honnêtement. Alors, est-ce que l'État accompagne ce genre d'initiative? Bon, je ne sais pas. alors vous, avec les femmes, dites-nous, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de solidarité entre vous, les femmes entrepreneurs. Nous sommes le 8 mars. Est-ce que vous, par rapport au 8 mars dernier, parce que quand on revient sur le bilan, est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui qu'il y a du changement au niveau des femmes, il y a une prise de conscience, il y a une solidarité qui se dessine? Quelle est votre lecture sur ce qu'on a pu obtenir l'année dernière? Bon, cette année, je dirais qu'il y a plus de cohésion parce que je viens de sortir d'une formation qui concernait que des femmes et durant ces 6 semaines qu'on a passées, il n'y a pas eu de dispute, on s'est solidarisé entre nous et puis on se donne même des marchés, des opportunités d'affaires. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup vu qu'on ne nous voit plus entre concurrentes ou des ennemis. Par contre, on veut même la même chose, réussir. Donc je me dis qu'on a fait un grand pas parce que là, on ne réfléchit plus à soi simplement, on veut voir son prochain réussir et ça c'est déjà... Revenons à cette plateforme que vous avez créée. Est-ce que les gens réussissent à vous contacter, des touristes qui veulent se rendre en Guinée, qui veulent découvrir des lieux sur la plateforme? Est-ce que c'est possible de vous joindre? Comment cela se fait-il? Oui, sur la plateforme c'est bien possible. Le lien de la plateforme c'est www.miranastourisme.com. Aussi on a des comptes sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, toujours avec le nom Miranas Tourisme. À partir de là-bas, on poste des offres que nous offrons. C'est un peu comme notre Guinée ici, les merveilles de Guinée. Exactement, et là on retrouve des sacs, des portefeuilles, tellement de choses avec du textile guinéen, comme pour dire que oui, nous voulons vendre à la Guinée, mais c'est avec ce qui appartient aux Guinéens. Mais il faut montrer ce sac parce que Mariam Kaba, elle ne fait pas que dans le tourisme, elle fait du textile aussi. Exactement. Dans l'artisanat. Ce sac, c'est elle qui l'a fait. Alors explique-nous un peu.
Oui, c'est ça. Je travaille avec des dames qui font de la teinture. Donc quand j'exige aussi un peu de qualité sur non seulement le tissu, parce que souvent la taille des pagnes, elle est un peu petite. Donc je tiens compte de ça. Et puis je ne veux pas que ce soit les mêmes designs qu'on retrouve ailleurs. C'est un truc spécifique que je demande souvent aux dames. C'est pas trop cher parce qu'on a l'impression que beaucoup le font, mais c'est plus destiné à l'extérieur qu'à... Oui, c'est cher parce que déjà, à la base, le pagne utilisé est cher. Le textile revient plus cher que du wax. Si tu as 40 000 francs, tu peux avoir 2 pagnes wax. Or, pour avoir 2 pagnes ngara comme ça, il te faut 100 000 francs. Ça, déjà, c'est un coût. Il y a des matériels qu'on utilise comme de la mousse. Et le sac peut coûter combien? C'est 150 000. Il y a des sacs de 100 000, 150 000 et 175 000. Il y a des femmes qui achètent des sacs à 500 000. Justement, les sacs qui viennent d'ailleurs. Et des sacs importés. Est-ce que tu réussis à vendre, à vivre de ça? Bon, pour le moment, je ne dirais pas je réussis à ce que 50%, parce que ce que je voudrais vraiment que les Guinéens s'orientent vers le contenu local, genre qu'on soit fiers de ce que nous avons, qu'on se mobilise à le faire, parce que quand tu dis à un Guinéen, le sac là ça vient d'ailleurs, déjà dans sa tête, non, c'est du luxe. Ce qu'on produit là, même si c'est de la qualité, il y a une réticence que je n'arrive pas à comprendre. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dernière question pour mademoiselle Fatoumata Kaba qui se bat. Oui, je voudrais bien revenir. Hier, on s'est rencontrés. Vous me parliez du concept tourisme communautaire. Je voudrais bien que vous partagiez ce concept avec nous pour que nous comprenions, parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'en Guinée, le tourisme interne souffre beaucoup. Quand on parle de tourisme, il n'y a pas que les étrangers qui visiteraient la Guinée. Quand je parle de communautaire, je fais référence aux Guinéens. C'est-à-dire, dans chaque localité de la Guinée, il y a un site touristique autour. Dans chaque localité, il y a une culture spécifique à la région. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de valoriser ce site, valoriser l'information derrière. Quand un site est développé et que la communauté, la gestion revient à la communauté, les autres Guinéens peuvent venir, et l'argent qu'ils donnent comme accès, ils peuvent l'utiliser pour changer leur quotidien. Donc c'est ça, en même temps, quand les étrangers viennent, leur montrer, oui, nous sommes Guinéens, et c'est ça notre culture, c'est ce qu'on veut partager. Que ce soit côté gastronomique, si on prend notre fouti, la façon dont on prépare, on peut l'enseigner. Quand on prend nos langues, on peut les enseigner, parce qu'après tout, on parle le français et c'est pas notre langue. Donc si un français vient et qu'on l'apprenne comment dire bonjour en Soussou, bonjour en Poula, c'est déjà un atout, parce que ceux qui le font, ce sera un job pour eux. Les guides touristiques qu'ils peuvent prendre, au lieu de prendre des guides de Conakry amener à l'intérieur, pourquoi ne pas former les gens de la localité, leur donner la libre chance pour s'exprimer, de montrer leur fierté. Oui, effectivement. Ça, non seulement ça crée de l'emploi, en même temps, ça préserve le site en question, parce qu'il y a des sites où la population ignore l'importance et vendent. Par exemple, quand on prend l'exemple de Dominia, le fer qui se trouve là, ça disparaît du jour au lendemain. Ils revendent aux Indiens qui les transforment, et donc ça, ils oublient que ça c'est un patrimoine historique. Les gens viendront pour voir ce site à cause de ce fer, c'est canon. Ça marque que l'esclavage est passé par là, mais si on prend tout, on vend, ça ne sert à rien. C'est que ça sera comme le cas de Camboiro. L'histoire derrière, on ne peut pas le vérifier. Donc pour moi, on n'encadre pas en quelque sorte les zones touristiques, on ne sauvegarde pas, on n'a plus beaucoup de temps. Mademoiselle Kaba, peut-être votre dernier message, quel appel avez-vous à lancer? Parce que vous rencontrez quand même des difficultés en une minute. Quel appel vous avez à lancer pour peut-être du côté des autorités qui devraient encourager l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat jeune surtout? Le message que je vais lancer, c'est de faciliter l'écosystème de l'entrepreneuriat, nous faciliter les conditions d'accès au financement et aussi promouvoir nos activités, parce que l'État ne nous voit pas comme des concurrents. Quand nos activités sont plus propulsées, on recrute plus. Donc l'État ne peut pas tout recruter. Donc il faut que l'État fasse des projets pour qu'on puisse nous développer, en même temps nous donner vraiment un écosystème favorable à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage surtout. Merci. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On a écouté
cette jeune dame qui a quand même quelque chose sous la main. Je veux dire qu'elle a des ambitions, elle veut se battre, elle veut apporter un plus dans le domaine du tourisme et de l'artisanat surtout. Mais on a écouté ses difficultés. Et ce n'est pas que elle seulement. Et il y a de ces jeunes femmes qui veulent se démarquer aujourd'hui, mais il y a les moyens qui manquent. Et si il y a les moyens, il y a de petits problèmes qu'elles rencontrent au cours de l'exercice de leurs activités. Mais à cela ne tienne, il faut que les femmes se lèvent aujourd'hui pour se donner les mains et puis entreprendre quelque chose. Parce que les hommes pensent que nous, les femmes, on ne peut rien faire parce que certainement on n'a pas pu pousser les études. C'est ce que bon nombre d'hommes pensent des femmes. Mais aujourd'hui, on a vu que ces femmes se sont vraiment démarquées. Et il y a des femmes aujourd'hui qui se sont remarquées dans des entreprises. Oui, elles n'ont rien à envier aux hommes. Elles font ce qu'elles peuvent et ça, c'est vraiment un grand pas. C'est une question de volonté et il faut réussir à se démarquer. Bien entendu, quand on a des objectifs, vous l'avez dit, des ambitions dans la vie, rien n'est impossible. Nous avons notre deuxième invité dans ce studio, Maître Alimatou Camara, Arissatou Sow. Maître Alimatou, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Alors avec vous, on va parler des violences, notamment des violences conjugales. On sait qu'il y a des dispositions légales qui sont prévues pour punir ce genre de personnes, mais il s'agit de quoi exactement? Bon, vous savez, on a quand même tout un arsenal juridique où on ne parle pas spécifiquement de violences conjugales, où on parle de coups et blessures qui sont... chaque fois que quelqu'un commet ce type d'acte, parce qu'une infraction est toute action ou omission humaine qui fait que vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Donc ces actions-là, la violence sous toutes ses formes, que ce soit des coups, des blessures, c'est des infractions qui sont reconnues par le code pénal. Mais je pense qu'il y a quand même un problème quand c'est des violences conjugales, c'est que au prime abord, on a quand même des pesanteur socio-culturelles qui font que les femmes pensent qu'elles ne sont pas en mesure de porter plainte pour ces cas-là. Et là, c'est psychologique. Il y a cette banalisation, surtout moi, qui me touche. Par exemple, quand vous prenez les cas de viol dans le code pénal, il est prévu quand même des sentences de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps ou de 10 à 20 ans quand la victime est mineure ou quand c'est suivi de mort. Mais le plus souvent, on a suivi des cas où des mineurs ont été violés. Vous voyez une peine d'1 an ou 2 ans ou quelquefois une peine de mois. Qu'est-ce qui justifie cela, Maître Alimatou? Bon, vous savez, je pense que rien ne peut justifier ça. C'est juste une banalisation du viol. Et cette banalisation ne peut pas être... On ne peut pas la cautionner. Parce que du point de vue légal, il faut que dans ce pays, qu'on apprenne à respecter les lois. Parce que les lois nous permettent de nous battre contre l'impunité. Et aujourd'hui, c'est récurrent que des mineurs soient violés. C'est récurrent que des femmes subissent des viols. Qu'elles se retrouvent devant des juridictions. Et par exemple, à Mamou, il y a au mois de mars en 2018, il y a eu un cas de viol sur une fille de 14 ans. Le tribunal a rendu une décision. Il y en a même eu sur une fille de 12 ans, si vous vous souvenez, le marabout qui a violé son élève. Oui, le tribunal a rendu une décision en condamnant la personne à 4 mois d'emprisonnement. Vous vous rendez compte, 4 mois. On n'est même plus en matière criminelle, on n'est même plus en matière de contravention. C'est aberrant et je pense que ces situations-là, on doit continuer à les dénoncer et ça ne peut aller que du point de vue de la formation d'abord de nos magistrats parce qu'il y a quand même un problème. Et justement, le problème viendrait parce que souvent ce que nous dénonçons, c'est l'impunité, que les coupables soient punis, mais si au niveau justement de la justice aussi, on n'applique pas les peines qu'il faut. Comment comprendre, sinon les textes de loi sont clairs. Comment c'est possible qu'un magistrat ou qu'un procureur décide de le courage de porter plainte. Et moi, je voudrais renchérir par cette question, maître, pour demander, est-ce que c'est peut-être parce que ces victimes de viol n'ont pas l'assistance juridique qu'il faut, n'ont pas un avocat qui puisse défendre leur dossier afin que cela influence sur la décision qui va être prise?
Bon, peut-être qu'on pourrait se saisir de ça et dire qu'il y a un problème d'aide juridictionnelle en Guinée et que de plus en plus, quand des femmes sont victimes de viol ou de violences, qu'elles n'ont pas systématiquement accès à un avocat qui puisse porter leur voix. Mais ça ne justifie pas cela. Ça ne le justifie pas. Vous savez, moi, j'ai l'habitude, par exemple, de prendre des dossiers en matière correctionnelle, de venir défendre des personnes qui n'ont pas les moyens. Je le fais dans le cadre d'une clinique juridique depuis près de 3 ans. Et vous vous rendrez compte que, par exemple, dans nos tribunaux de première instance, même à Conakry, quelqu'un qui a volé un téléphone portable peut passer 3 ans en prison ou 2 ans. Donc, c'est à se demander. Sans jugement. Si, avec un jugement, oui, on vient banalement pour un portable que tu aurais volé. Ça dépend du bon vouloir des... C'est incroyable. Voilà. Alors que pour le viol, on a 4 mois. Voilà. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions, les bons réflexes sur cette banalisation-là qui trouve sa source, je ne sais dans quelle situation. Et si le département de la justice est à l'écoute, parce que je me rappelle récemment, je me réjouissais, moi, personnellement, dans ce studio, des cas de viol qui étaient condamnés, mais à l'écouter, vraiment, on ne peut qu'inviter le ministre de la Justice. Il faut le dire, mais parfois... Mais si les condamnations, on en revient à des conclusions comme ça, mais il faut dire qu'il y a de quoi regarder ce qui se passe, des condamnations, oui, mais des condamnations qui sont de nature à dissuader. Voilà, parce que si on te condamne 4 mois, tu ressors, mais tu vas faire pire parce que tu n'as pas purgé, on t'a pas puni, la punition n'est pas là. Et justement, la justice ne peut pas faire les choses autrement. Donc, si au niveau du département de la justice, on est à l'écoute de cette émission, eh bien, regardez de ce côté, parce que là, même si vous pensez que vous faites du travail, ça ne peut pas être du travail, parce que celui qui a commis ces actes aujourd'hui, lorsque la personne ressort, fera pire. Moi, je m'intéresse à cette question qui nous a assaillis ces derniers temps, les mariages d'enfants. Les mariages d'enfants, c'est quand même, je crois, le président de la République, on l'a écouté, il a dit qu'il s'engageait pour vraiment se battre contre ce fléau, mais qui continue à se pratiquer parce que le plus souvent en Guinée, même si on s'engage, il y a peut-être une question de volonté, d'applicabilité, je veux dire, de l'ordre qui a été donné en haut sur le terrain. On continue encore à donner en mariage des petites filles, Maître Alimatou Camara, des fillettes notamment celle de Mali. Elle a quel âge? 13 ans? Oui, même à Conakry, ici, il y a des mariages de mineurs qui se passent régulièrement. On a vu pendant les vacances combien de mariages qui ont été annulés, qui ont eu cette visibilité-là, mais derrière, il y a beaucoup d'autres mariages qui se passent. Or, le code civil en vigueur est bien clair là-dessus. Pour qu'on puisse marier une fille, il faut qu'elle ait 17 ans. Mais non, je ne sais pas au niveau de la justice ce qu'il faut pour que les parents puissent répondre de cela, parce qu'il s'agit là des parents d'abord avant du mari lui-même. Il y en a même qui pensent que 17 ans c'est discriminatoire par rapport aux garçons à qui on demande 18 ans. Pourquoi ne pas attendre que les deux soient majeurs, 18 ans, pour les donner en mariage? Bon, je suis bien contente que vous posiez cette question, parce qu'en réalité, je crois que l'actuel code pénal, en parlant du mariage précoce, nous dit que c'est 18 ans, l'âge légal pour se marier, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'homme et la femme. Et je pense que ce texte donne toutes les chances à toutes les petites filles et à tous les petits garçons d'aller à l'école, voilà quoi, de chercher à avoir un avenir avant de se lancer dans un projet de mariage. Et je pense que ces derniers événements nous font réfléchir sur le fait qu'on a des textes de loi, mais qui sont en train d'entrer en désuétude. Quand à Conakry, on arrive à stopper par le biais du club des jeunes filles leaders de Guinée des mariages précoces, et que derrière, il n'y a pas d'action, voilà, il n'y a pas d'action judiciaire. Donc, derrière, il y a un problème, alors que le code pénal, en certaines dispositions, nous dit quand même il y a des peines d'emprisonnement, que ce soit pour l'auteur du mariage, les parents, la famille, tous ceux qui ont participé ont une certaine responsabilité pénale là-dedans. Donc, tant qu'on va continuer à faire du 2 poids, 2 mesures, à vouloir ménager la chèvre et le chou, on aura de sérieux problèmes. Et je pense que ce mariage-là, ça rend quand même triste, parce qu'en réalité, à l'intérieur du pays, ça veut dire que il doit y avoir des centaines de cas qui font qu'aujourd'hui les filles n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas accès aux mêmes choses que les garçons, sans compter les conséquences énormes de ce genre de mariage, les fistules, les conséquences sur le long terme sur la santé de ces mineurs-là. Et tout ça est occulté, malheureusement. Il faut appliquer la loi, Maître Alimatou Camara. Merci d'être passé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ce fut un plaisir. Alors,
Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Bien, nous continuons l'émission avec notre dernière invitée, Madame Asmaouba Doucouré. Je le disais, elle est la secrétaire générale du syndicat national des employés de maison, Sinem Guinée. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de cette structure? On parle des employés de maison, c'est rare de voir, c'est une première d'avoir un syndicat des employés de maison. Oui, c'est une première en Guinée d'avoir un syndicat qui défend les travailleurs domestiques, les employés de maison, comme on peut dire aussi. C'est la première organisation syndicale en Guinée. Alors vous vous intéressez aussi à ces femmes qui travaillent notamment dans les hôtels. Vous avez organisé un forum où vous avez parlé de ce harcèlement dont elles sont victimes. Quelle est l'ampleur aujourd'hui de cette situation dans notre pays? Oui, il y a 2 jours, nous avons organisé une réunion panafricaine. Nous avons regroupé 9 pays africains. Nous avons parlé du harcèlement du personnel d'étage. Quand on parle du personnel d'étage, ce sont les femmes de chambre et les valets. Nous avons parlé du harcèlement en général en tant qu'organisation panafricaine des hôtels. Et vous savez, aujourd'hui, les femmes des étages subissent un harcèlement dans les chambres. C'est quand on parle des femmes des employés d'étage, c'est les femmes qui travaillent dans les hôtels, bien entendu. On parle d'harcèlement, on parle aussi de traitement parfois inhumain, de renvoi abusif. Qu'est-ce que vous faites, votre structure? Est-ce que les femmes sont renseignées aujourd'hui? Est-ce qu'elles savent que vous existez? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles sachent que vous êtes là et qu'est-ce que vous leur apportez? Oui, elles savent que nous sommes là parce que nous passons à travers vous, les médias. Nous donnons toujours nos contacts. Et puis, depuis 2011, avec les employés de maison d'abord, nous travaillons ensemble, nous sommes organisés. Nous constituons plus de 2000 et quelques travailleurs et travailleuses. Donc, au niveau des hôtels aussi, nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans les hôtels pour le personnel de maison. Donc c'est une campagne mondiale depuis 2015 que nous faisons. Et en Guinée, nous avons reçu 9 pays. Tout dernièrement, nous continuons à faire la sensibilisation pour que les femmes brisent le silence. Est-ce que vous avez réussi à avoir des victimes qui sont venues se confier à vous, des gens que vous avez aidés à sortir du pétrin déjà? Et pour le harcèlement, non. Vous savez, dans notre société, si une femme est harcelée, et surtout sexuellement, et qu'elle arrive à en parler, elle risque d'être rejetée par la société. Vous savez, tout ce qui parle du sexe dans notre pays, c'est un tabou. Et moi, je voudrais bien, Madame So, au-delà des travailleurs des hôtels, il y a aussi les femmes de ménage que nous avons chez nous dans nos maisons. Moi, je voudrais bien avoir un mot de votre part pour ces dames, ces employés de maison. Oui, pour les employés de maison, les femmes de ménage que nous avons à la maison, moi je voudrais d'abord qu'on prenne soin d'elles, qu'on leur donne leurs droits, qu'on accepte qu'on leur traite dans des meilleures conditions, que ces femmes travailleuses-là retrouvent leur dignité humaine et qu'elles ont un travail décent et une vie décente parce que la loi autorise, la loi le dit. Maintenant, elles sont considérées comme tous les autres travailleurs parce qu'elles ont une convention 189 de l'OIT relative à ces travailleurs. Qui les protège. Merci à vous, Madame Asmaouba Doucouré. Je vous en prie, merci. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Mamoudou Kondé a réalisé cette émission. Les cadreurs Al-Sedi Kamara, Ibrahim Assouri Kamara, Awal Kamara et notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé, bien entendu, qui est accompagné de Mafata Sano et Amadou So du côté de la radio. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous servir en cette autre journée du 8 mars 2019. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci à tous et à lundi, c'est l'autre équipe, l'autre panel, pas forcément masculin que vous allez retrouver, comme le dit plus souvent, parce qu'il y a bien entendu des femmes. Merci de nous avoir permis de réaliser ce numéro. Merci surtout au Turbo et à Aboubakar Diallo, à toute l'équipe des Grandes Gueules.